Fête du travail oblige, on manifeste aujourd'hui un peu partout dans le monde. En France, la mobilisation n'est pas au rendez-vous. Les syndicats défilent en ordre dispersé. On sera en direct avec Karina Chabour qui suit le cortège de la CGT à Paris. Au Népal, la situation humanitaire s'améliore petit à petit à Katmandou, mais dans les régions les plus reculées, la population manque encore de tout, d'eau, de nourriture. 6 jours après le séisme, les secouristes ont beaucoup de mal à atteindre les zones les plus isolées, accessibles uniquement en hélicoptère. Elle va durer 6 mois. L'exposition universelle de Milan a ouvert ses portes il y a quelques heures maintenant. Le thème cette année, comment nourrir la planète ? Mais l'événement est sous le feu des critiques. Les manifestants dénoncent notamment un gaspillage de l'argent public. Bonjour à tous, merci à vous d'avoir choisi France 24. Ce 1er mai 2015 se fait donc encore cette année en ordre dispersé en France. Pas de marche traditionnelle pour la CFDT qui a opté pour un rassemblement festif pour les moins de 36 ans dans le bois de Vincennes à Paris. Force ouvrière défile de son côté. La CGT, elle, a appelé à une marche entre la place de la République et la place de la Nation. Karina Chabour, bonjour. Vous êtes juste derrière le cortège. Les Français ont répondu ou pas à l'appel de la CGT ? Écoutez, pas vraiment. Alors actuellement, je me trouve en queue de cortège, ce qui explique que la foule soit d'autant plus clairsemée. Vous voyez là juste derrière moi le Parti communiste turc. Mais c'est vrai que comparativement à l'année dernière, on a le sentiment que la foule n'est clairement pas au rendez-vous. Alors la faute sans doute au mauvais temps, aux vacances, mais surtout à cette désunion syndicale qui n'a jamais été aussi forte, vous l'avez dit. Il n'y a que 4 organisations syndicales présentes ici, dans le sillage de la CGT, avec le même mot d'ordre, assez d'austérité, assez de bas salaire. Il faut réduire le temps de travail ou encore la loi Macron, c'est une loi des patrons. Les patrons licencient, il faut licencier les patrons. Alors voilà pour les mots d'ordre, les slogans entendus tout le long de ce cortège. Philippe Martinez, qui est le secrétaire général de la CGT, voulait transformer l'essai après avoir rassemblé plus de 30 000 personnes le 9 avril dernier ici à Paris. Mais c'est vrai qu'au vu de cette foule, il sera très difficile pour lui de faire mieux que l'année dernière avec une manifestation le 1er mai qui avait rassemblé entre 100 et 200 000 personnes. Karina, est-ce que cette faible mobilisation signifie finalement la fin des manifestations en ce jour de fête du travail ? Ça y est, le 1er mai ne mobilise plus en France ? C'est quelque chose que l'on entend beaucoup depuis déjà plusieurs années, mais cette année, ça prend effectivement tout son sens. Cela fait déjà 5 ans que l'on n'a pas vu une grande manifestation avec plus d'1 million de personnes à Paris. C'était au moment de la réforme contestée des retraites. Depuis, hormis à la veille de grandes échéances électorales, on voit que les manifestations finalement drainent plutôt de moins en moins de personnes. Alors c'est sans doute la faute au contexte économique morose, à un chômage, une forme de résignation de la population et même voire d'une désaffection des syndicats. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, le patron, le leader du Front de gauche que nous avons pu interroger il y a quelques minutes, la politique qu'il juge libérale du gouvernement justifie d'être présent aujourd'hui en ce 1er mai. Je vous propose de l'écouter. Mais depuis le début, c'est une fête pour la maîtrise du temps de travail. Ça a commencé avec la bataille pour la journée de 8 heures. Donc le paradoxe d'une journée comme celle-ci, c'est qu'on est dans la rue une nouvelle fois à propos du temps de travail, mais cette fois-ci contre un gouvernement qui se dit de gauche. Donc c'est un crève-cœur. On ne devrait pas être dans cette situation. On devrait être en train de fêter des résultats. On ne les a pas. C'est le contraire. Jean-Luc Mélenchon, donc, dans ce cortège de la CGT et de plusieurs autres organisations. Merci Karina Chabour d'avoir été en direct avec nous pour suivre cette manifestation organisée à l'occasion de la fête du travail. Comme chaque année, le Front National a lui aussi organisé son traditionnel défilé du 1er mai en l'honneur de Jeanne d'Arc. Mais cette fois, l'ambiance était un peu différente et pour cause, le temps n'est pas au beau fixe entre Jean-Marie Le Pen et sa fille qui n'ont pas défilé côte à côte cette année. Le discours de Marine Le Pen, lui, a été interrompu par 3 fémènes qui ont été violemment mises à partie par le service des forces de l'ordre du Front National. Pardon.
Ce 1er mai 2015 marque aussi les 20 ans de la mort de Brahim Bouaram, ce jeune Marocain de 29 ans jeté dans la Seine par des militants du Front National. Le jeune homme qui ne savait pas nager est mort noyé. Aujourd'hui, comme chaque année, les associations antiracistes et les partis de gauche ont tenu à lui rendre hommage. Myriam Amelal. Il y a 20 ans, le 1er mai 1995, Brahim Bouaram, jeune Marocain de 29 ans, mourait noyé dans la Seine après y avoir été poussé par des skinheads, échappés du traditionnel défilé du Front National. Depuis, c'est une tradition. Chaque 1er mai, un hommage est rendu au jeune homme, l'occasion aussi de marquer son opposition au parti d'extrême droite. Le Front National, ce parti d'extrême droite, n'est pas un parti républicain. Ils pourront s'appeler comme ils veulent, ils pourront essayer tous les castings qu'ils veulent, ils peuvent mettre en scène leurs divisions familiales qui sont vraiment des divisions pour amuser la galerie, mais toujours est-il que ce parti reste dangereux pour la République. La responsabilité morale du Front National dans cette affaire continue à faire débat. L'accusé principal avait écopé de 8 ans de prison en 1998. 2 de ses 3 co-accusés jugés pour non-assistance à personne en péril avaient été condamnés à 5 années de prison, dont 4 avec sursis. Le dernier avait écopé d'1 an ferme. Il n'y a pas qu'en France qu'on a manifesté aujourd'hui. À Istanbul, la manifestation a été réprimée par les autorités. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser des manifestants qui cherchaient à se rendre sur la place Taksim, ce lieu traditionnel de protestation contre le gouvernement. La police affirme avoir procédé à 140 interpellations, mais selon des opposants, il y en aurait 2 fois plus. En Grèce, on est également descendu dans la rue aujourd'hui. Manifestation à Athènes, le médiatique ministre des Finances, Yanis Varoufakis, faisait partie du cortège à un moment, bien sûr, où la Grèce vit au rythme des discussions avec ses créanciers. La prochaine réunion de l'Eurogroupe sera à la mi-mai. On en vient maintenant à ce scandale qui ébranle l'armée française. Des soldats sont accusés d'avoir violé de jeunes enfants en Centrafrique dans le cadre de l'opération Sangaris. François Hollande a promis hier d'être implacable si certains militaires se sont mal comportés. Mais ces révélations peuvent être dévastatrices pour l'armée française, habituée aux interventions en Afrique. L'archevêque de Bangui demande aujourd'hui de ne pas jeter l'opprobre sur tous les soldats français. Anthony Fouchard, notre correspondant à Bangui, l'a rencontré. Écoutez-le. La mission Sangaris n'est pas composée d'un petit groupe. La mission Sangaris, c'est un grand groupe. Et dans tout groupe, il peut y avoir des brebis galeuses. Et cela ne veut pas dire qu'on doit jeter l'anathème ou l'opprobre sur un groupe. Bien au contraire, il va falloir maintenant demander à ceux qui seraient coupables de répondre de leurs actes. Mais la mission Sangaris doit rester avec ses objectifs et aussi les moyens qu'on lui a assignés pour continuer ici, mais loin de là de généraliser ou de faire l'amalgame ou de considérer que tous les éléments Sangaris sont maintenant des pédophiles. Non, je pense qu'il ne faudrait pas faire ce pas. Il faudrait garder la hauteur d'esprit et aussi faire la part des choses. À la une également, le Népal où l'aide humanitaire commence peu à peu à arriver dans les zones les plus reculées. C'est le cas de la région de Gorkha. Là-bas, certains villages peuvent uniquement être ravitaillés par hélicoptère. Florent Rodeau. Le village de Kazigo, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Katmandou. Ici, aucune route ne permet de venir en aide à la population. Le ravitaillement doit donc se faire par hélicoptère. Nous utilisons des camions. Si c'est impossible, nous utilisons l'hélicoptère. Il faut se poser dans des villages qui sont pour la plupart perchés très haut dans la montagne. C'est très difficile d'accès. Donc nous trouvons des zones sûres et nous apportons aux gens de la nourriture, principalement du riz. Nous essayons de faire le plus de rotation possible. Il y a tellement de gens dans le besoin. Situés à 12 jours de marche de Katmandou, ces villages ont dû attendre plusieurs jours avant de voir arriver l'aide humanitaire. Avec ce premier convoi, 1700 personnes ont déjà reçu de la nourriture. De nouvelles missions sont prévues ces prochains jours. Couverture, kits de santé ou encore moustiquaires. La population compte tout particulièrement sur l'aide internationale. Mandaté par le gouvernement népalais, le Programme alimentaire mondial espère aider près d'1,5 million de personnes à travers le pays.
Cette information vient de nous parvenir des États-Unis. À Baltimore, le procureur affirme que la mort de Freddie Gray est un homicide. 6 policiers vont être poursuivis, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Freddie Gray est mort d'une fracture des vertèbres cervicales 1 semaine après son interpellation par la police, ce qui a déclenché, je vous le rappelle, des manifestations très violentes en début de semaine. C'est hier que la police a remis son rapport d'enquête à la justice. Quelques heures après l'ouverture de l'exposition universelle de Milan, des manifestants ont protesté contre l'événement qui est pour eux un gaspillage de l'argent public. Des jets de pierre et des gaz lacrymogènes ont été lancés. Quelques 130 pays participent à cet événement qui va se tenir jusqu'à la fin du mois d'octobre avec un thème cette année, comment nourrir la planète. Myriam Amellal. Le drapeau de l'exposition universelle, bercé par la symphonie numéro 9 de Dvorak. Le coup d'envoi est donné. Milan est officiellement la capitale du monde pour ces 6 prochains mois. L'événement accueillera 20 millions de visiteurs, 130 pays réunis pour réfléchir à une question, comment nourrir la planète. Et la France, superpuissance gastronomique, a planté son pavillon en bois venu du Jura. Il s'inspire d'un marché couvert contemporain qui abrite les traditions culinaires françaises. On a fait un bâtiment qui évoque un marché, un grand toit avec des voûtes et des passages dessous. Parce que le marché, c'est le lieu du choix du consommateur. Et que c'est ça la question qui va se poser, comment on consomme. Du côté des États-Unis, c'est l'American Way of Life qui est mise en avant. Des camions-restaurants de plus en plus en vogue. C'est une démonstration des différentes sortes de nourriture que nous servons en Amérique. Par exemple, il y a un parc à Washington, D.C. avec une vingtaine de camions. Vous pouvez en essayer un chaque jour et tester toutes sortes de nourriture. C'est une représentation de ce nouveau phénomène qui se développe aux États-Unis. Un modèle loin de plaire aux militants du collectif No Expo. Il dénonce les sponsors et les marques partenaires en contradiction avec le thème. C'est le genre d'événement qui met uniquement sur le devant de la scène des compagnies privées comme McDonald's ou Coca-Cola. Mais ces entreprises ne s'accordent pas avec des slogans tels que « nourrir la planète » ou « énergie pour la vie ». Les militants ont multiplié les manifestations ces derniers jours. Ils dénoncent le gaspillage d'argent public, les nombreux scandales de corruption et les retards du chantier, encore en ébullition, 2 jours avant l'inauguration. Vous avez sûrement déjà fredonné cette chanson, grand classique de la soul, Stand By Me. Son chanteur, Benny King, est mort à l'âge de 76 ans. Il avait démarré sa carrière dans les années 50. En 1961, avec Stand By Me, il se retrouve dans le top 5 américain. Ce tube aura marqué plusieurs générations, au point d'être le 4e titre le plus diffusé aux États-Unis au XXe siècle. Je vous propose de nous quitter en musique avec un extrait de cette chanson mythique, Stand By Me. Be afraid just as long as you stand by me. So darling,